toujours le même succès. Alexandre, merci pour le café. Je crois que tout le monde est servi autour de cette table. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette semaine consacrée à la fois au théâtre, à la chanson et puis à un parcours de femme. Très beau parcours. Jacques Pauget est avec nous. Bonjour. Bonjour, il est rédacteur en chef adjoint de l'Hebdo et l'Hebdo publie aujourd'hui une enquête extrêmement intéressante sur nos valeurs morales. Donc ça a quand même sous-tendu les premiers jours et je crois que ce sera très intéressant les chiffres que vous pourrez nous donner dans un instant. Vous nous présentez un groupe extrêmement sympathique qui est avec nous. Exactement, il s'agit de 5 femmes qui nous viennent de la Roche-du-Foron et nous voyagerons non pas à la Roche-sur-Foron mais directement droit vers les États-Unis avec les Dixie Roses et quelques notes musicales de New Orleans. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Oui, oui, de très très bonnes musiciennes qui se sont retrouvées, qui commencent à faire un tabac d'ailleurs, puisqu'elles seront également à la Rose d'Or de Montreux, c'est vous dire que les choses vont bien se passer. Est-ce que vous avez déjà des réactions à vos propos tenus hier et avant-hier Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous êtes concentré dans vos répétitions. Mon fiancé m'a dit que je ne m'étais pas trop mal comportée. Il est sévère, votre fiancé, au fond. Non, je crois pas ça. D'accord, bah, écoutez, on a essayé d'inviter, mais ce sera pour une autre fois, je crois. Il préfère rester sur ses terres, nous n'en dirons pas davantage. Voilà. Jacques, juste d'abord une indication. Hein. Aujourd'hui, sorti d'un sondage avec nos confrères de la radio suisse romande sur les valeurs morales. Pourquoi est-ce que l'Hebdo décide de consacrer une enquête importante sur les valeurs morales? Parce qu'il se pose beaucoup de questions. La morale revient très fort, c'est une préoccupation pour les gens. Nous avons interviewé aussi 2 philosophes, Comte Sponville et Ferry, qui nous disent... il y a 10 ans, parler de morale, c'était ridicule. Aujourd'hui, c'est très important. Ça détermine beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. Je pense que le parcours d'Yvette le montre aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle davantage, selon les... On y reviendra bien sûr au cours de l'émission, mais est-ce qu'on parle davantage aujourd'hui de morale que de politique? Est-ce que la politique et la morale commencent à s'entendre? Le problème, c'est comment est-ce qu'on traduit les valeurs morales qu'on reconnaît, parce qu'il y a bien sûr les grandes valeurs sur lesquelles la plupart des gens sont d'accord. Mais ensuite, quand on commence à en tirer les conséquences, comment est-ce que ça se traduit dans la politique? Et ça, c'est un des grands problèmes. Et ça se voit dans le sondage. Si vous voulez qu'on y entre tout de suite, non, dites-nous peut-être juste ce qui vous a surpris le plus dans le sondage. Alors, ce n'est pas une question politique, c'est une question morale, justement. Oui. C'est le fait que, d'un côté, quand on dit aux gens qui est-ce qui décide de vos valeurs morales, c'est l'individu. À 50% des Suisses disent c'est l'individu. Mais les mêmes disent la société n'est plus assez normative, elle n'impose plus assez elle n'offre plus assez de repères. Et elle n'impose plus assez de sanctions dans ce domaine-là. Donc il y a une contradiction qui est très intéressante et que je trouve qui est très, très révélatrice de notre époque entre individualisme et puis le sens collectif. Est-ce que vous êtes surpris, Yvette Terola, du fait qu'aujourd'hui, la vraie valeur, c'est moi? Et ce n'est pas des valeurs déterminées prioritairement par une église, par un projet de société, par une ambition solidaire? C'est compliqué, hein, ces questions-là. Moi, je suis à un stade maintenant, j'ose parler par rapport à moi, mais je ne vois pas tellement comment je peux faire autrement, où je suis un peu perdue. Je me dis, il faudrait inventer d'autres choses. Je ne sais pas comment, percer un peu des couches idéologiques. J'ai toujours une façon de penser et de parler à travers des espèces de grilles et des critères qui sont les miens depuis longtemps. Et je ressens le besoin, comme si ces critères avaient finalement été vers une faillite, j'entends du point de vue social, hein, et qu'il fallait penser peut-être les choses différemment. Mais je ne vois pas encore comment. Je sens qu'il y a des gens qui essayent de le faire, de sortir des lieux communs et des stéréotypes, et je pense qu'il faudrait réinventer. Peut-être que les poètes nous aideront à ça, les scientifiques aussi, très à l'avant-garde, qui sont aussi des poètes quelquefois. Mais autrement, moi je suis un peu perdue par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Je sais pas trop. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de politique un peu plus tard. Allez savoir peut-être, mais un peu perdu par rapport à... Alors, quelques indications tout de même, comme ça le téléspectateur comprendra. Dans la question que vous posez, c'est par exemple, quels sont les personnages qui sont en valeur? Et vous dites à un moment, c'est les chercheurs qui sont à la hausse, ce sont les patrons qui sont à la baisse. C'est extrêmement intéressant, on a un joli tableau qui montre que dans les institutions qui ont toujours été les vecteurs, les dépositaires des valeurs morales, il y a une déperdition totale aux yeux de nos contemporains. Relations citoyens-société en baisse, dramatique. Relations patron-employé également. La politique, n'en parlons pas. Parents-enfants, c'est en baisse aussi. Le seul endroit où les gens trouvent qu'il y a plus de valeur aujourd'hui qu'il y a 10 ans, c'est dans la recherche scientifique. Plus de valeur morale, donc plus
réflexion morale, plus d'implication. Alors vous êtes demandé aussi si, là de nouveau on est tout à fait en liaison avec les propos que vous nous teniez au début de la semaine, est-ce que le bien et le mal existent encore? Alors pour les Suisses, c'est absolument certain. 82% des Suisses disent que le bien et le mal existent et qu'ils en tiennent compte dans leur vie. Ça, et 16% seulement pensent que c'est une valeur dépassée. Ça dépend pour qui. Alors, quelquefois le bien c'est le mal, et quelquefois le mal c'est... Alors évidemment dans un sondage on ne peut pas leur poser des questions qui vont individuellement sur la définition personnelle du bien et du mal. C'est là que tout le problème se pose. Comment est-ce qu'on traduit les valeurs dans la vie quotidienne au fond. Des gros malhonnêtes dans l'immobilier par exemple, s'ils font des tractations plus ou moins louches, c'est pas forcément considéré comme quelque chose de mal. Ils considèrent que c'est mal. Les Suisses trouvent que c'est mal. Oui, mais la société les punit pas forcément par rapport. Alors dans la réalité, oui, c'est un autre sujet qu'on a d'ailleurs dans ce numéro, sans vouloir faire trop de pub, mais enfin, il y a un monsieur qui s'appelle Vavre qui a laissé un trou de 80 millions, qui était notaire, qui était condamné, qui se trouve en France. Il est binational, on ne peut pas le punir en France, et il va pouvoir rester tranquillement chez lui avec... sur une grande propriété, tranquille, avec des vignes. alors que si je fais une excès de vitesse, comme c'était le cas pour arriver aujourd'hui à l'heure, eh bien je vais devoir payer mon amende. Et là, c'est clair que ça pose tout de suite le problème de comment on traduit les valeurs morales dans la réalité. Est-ce qu'il y a une justice? Alors, une justice. Juste encore une indication avant qu'on vous retrouve en chanson, mais dans les valeurs que les Suisses reconnaissent, il en est une qui est prioritaire, c'est l'honnêteté. Oui. Alors, est-ce qu'on est floué avec une valeur pareille? C'est-à-dire qu'on se dit, moi, dans ma vie, la valeur, c'est l'honnêteté, comme vous venez de le dire. Et puis quand je m'aperçois que tel avocat, tel notaire, tel homme d'affaires, pour lui, la notion de l'honnêteté est tout à fait relative et la société elle-même lui reconnaît une marge de manœuvre qui est finalement, disons, légèrement punissable. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fait que les Suisses considèrent que c'est l'honnêteté? Je pense qu'ils sont complètement floués sur ce plan-là, parce qu'il doit y avoir une frustration terrible. Et pour revenir à Vavre, on pose la question au procureur, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce qu'il faut qu'il paye. Eh bien, il n'y a pas de solution, mais ce n'est pas une question d'honnêteté ou de malhonnêteté, c'est des problèmes techniques. Et je pense que les gens se sentent très floués par justement ces problèmes techniques qui viennent entre nous et nos valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de mythe aussi par rapport à la Suisse, le mythe de l'honnêteté? On s'est bricolé pas mal de mythes en Suisse. Comme on s'est bricolé une conscience pendant la guerre. On se bricole beaucoup de choses et puis on se rend compte que ça ne correspond pas toujours à la réalité, à ce qui se passe vraiment. Moi, c'est ce qui m'a on dit le Suisse est honnête, puis point. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce sondage-là, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir qu'il n'y a plus les grands mythes ont explosé, les valeurs sont beaucoup plus fragmentées, les gens sont beaucoup plus individualistes et on discute. Donc on n'est plus bétonné dans des certitudes beaucoup moins qu'autrefois. Et ça me paraît un des enseignements très intéressants de ce sujet-là. Alors, on tremble un peu. Voilà. Oui, ça tremble, ça bouge. Le terrain n'est plus stable comme ça. Alors si la vérité ne peut être dite, il faut parfois la crier. Hein, c'est ça, c'est une formule que vous aimez. C'est une formule qu'on retrouve dans une superbe chanson. Le viol. Et je crois qu'il n'y a rien à en dire parce qu'on trouve vraiment toutes les réponses dans cette chanson. Viol. Yvette Erola. J'ai vraiment toute envie de les sauter. Pourquoi tu veux pas baiser? Ah, t'avais des parents catholiques. Ah, t'étais pucelle à tes 20 ans. Ah, tu veux pas faire l'amour n'importe comment. T'es pas très drôle, faut bien que je te le dise. Je crois que t'es complexée, ma fille. C'est un vrai mec dont t'as besoin. Il serait temps que tu te débloques. T'es pas normal. Quand on sort avec une femme et qu'on lui paie à manger, on fait des efforts de conversation, on essaie d'être drôle, on se contrôle, on ne précipite rien. Mais on peut quand même espérer au moins que la soirée se terminera bien.
Mais avec toi, c'est vraiment la tasse. Tu dois rentrer, t'es très fatigué. À bientôt, quelle excellente soirée. C'est comme ma femme Marion, l'autre soir rentrant à la maison, elle m'attendait sur le paillasson. Elle m'a chanté cette chanson. Rien ne laissait prévoir que ce soir de désespoir, tes bras sur moi se fermeraient et plus jamais ne s'ouvriraient. Si j'ai eu besoin de toi, pourquoi donc crois-tu que ça te donne des droits sur ma tête et sur mon cul? Non, je ne ferai plus l'amour quand ça te chante à toi. Oui, je ferai l'amour quand j'en aurai envie, moi. Je ne suis ni ta cuisinière, ni ta putain, ni ta femme de ménage, ni ton salon lavoir, encore moins ta muse, et surtout pas ta mère, ta fille, ta sœur. Je suis ton amour, c'est à prendre ou à laisser. D'ailleurs, de perdu, 10 de retrouver, 10 de retrouver, 10 de retrouver, 10 de retrouver. Ah, vive les films pornographiques. Là, au moins, les gonzesses, elles ont à la place des fesses de la dynamite, de la dynamite. Elle s'offre à qui les veut, on en fait ce qu'on en veut. 10 de retrouver, 10 de retrouver, elles passeront toutes à la casserole. Dans les sous-sols d'un parking, elle est provocante. Dans tous les couloirs, elles sont provocantes, 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 provocantes. À poil les gonzesses. T'es bonne quand t'es en colère. Exprime-toi pendant que t'es encore baisable. J'ai peur des parkings, j'ai peur du noir, j'ai peur de toi, j'ai peur de vous. Je demande seulement que ça n'arrive plus, que ça n'arrive plus. Elle n'avait qu'à refuser, elle n'avait qu'à se défendre. Elles adorent qu'on les violente. Elle n'était pas mécontente, elle est vivante, donc elle était consentante. Je vous dresserai fumeur comme mon père m'a dressé, comme il a fait de moi un homme. Il a cogné, il a cogné, il a cogné. Voilà, Yvette Terola, on peut l'applaudir, hein, parce que... J'ai senti d'ailleurs que dans le groupe de jeunes femmes qui se produira tout à l'heure, il y avait beaucoup de réactions à ce que vous disiez. C'est des choses qu'on n'entend pas assez, c'est des choses qui ont dû beaucoup troubler quand vous les avez exprimées sur scène. C'est ancien, hein, ça quand même. Je veux dire, c'est un sujet encore complètement d'une certaine actualité, hein, oui. Oui, oui, mais quand j'ai écrit ça, c'était il y a déjà pas mal d'années. Je le dirais autrement maintenant, mais le fond, je trouve, reste encore tout à fait vrai. Je pense que le viol, que ce soit sur une femme ou sur un homme, parce que ça arrive aussi sur les hommes, c'est des choses épouvantables par rapport à la dignité humaine, et qu'il faut, je pense, le dénoncer artistiquement, mais le dénoncer quand on est une artiste. Bien sûr. Jacques, vous vous rappelez de cette période où Yvette Terola a beaucoup dérangé, parce qu'elle, dans ses chansons, elle reprenait des propos tenus presque de manière banale, si j'ose dire, par les hommes, et lorsque c'était exprimé de cette manière, on voyait la violence que ça exprimait. Et c'était pas du tout accepté à l'époque. Ça provoquait beaucoup de remous. Tu étais
très contesté, je pense. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à chanter, j'ai pas du tout prémédité quoi que ce soit. J'ai dit des choses parce que j'avais besoin de les dire et j'avais envie de les dire. Puis je me suis rendu compte que surtout de la part des hommes, ça provoquait des phénomènes de rejet, ce qui est quand même bizarre parce que, comme vous disiez hier, j'avais aussi des chansons sur les femmes très violentes par rapport aux... Et les femmes le faisaient avec plus d'humour, le prenaient avec plus d'humour, et les hommes très violemment. C'est comme si le féminisme, je suis restée féministe, j'y crois, provoque toujours des nœuds, si j'ose dire. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, mais pas complètement. Il y a quelque chose qui coince toujours. Où que ce soit. C'est une agression, pour les hommes, c'est une agression beaucoup plus violente que pour les femmes. Mais oui. Vous leur avez fait peur avec ces chansons. Mais pourquoi? Faut leur demander. Oui, je leur ai demandé, mais souvent ils réagissaient d'une manière assez agressive. Alors, comme si... Vous pensez que c'est vraiment la peur? Parce qu'on se dit, mais finalement, lorsque je vois que vous représentez mes comportements d'une certaine manière, que vous en dénoncez la violence ou que vous en dénoncez le mépris, je vais réagir. C'est beaucoup plus cela, peut-être que... Oui. Enfin, je me demande. Hein. Alors, ce que les hommes me disaient souvent, bon, t'es encore... pas trop mal faite, t'es baisable, comme je dis, donc ça va, tu peux encore discuter. Voilà. Mais alors que certains me disaient au contraire, non seulement tu nous dénonces, mais tu nous fais bander, t'es doublement salope. Non, il y avait tout ça. Sûr. Alors c'est compliqué, c'est un petit peu compliqué, parce que... Double agression. Oui, c'est quand même étrange. N'est-ce pas parce que vous étiez quand même, malgré tout cela, non seulement très féministe, mais très féminine? Est-ce que c'est par cette image qui leur faisait peur? Vous n'étiez pas une femme qui ressemblait à un homme, agressive, vous étiez la femme qu'ils désiraient et à la fois la femme qui les accusait. Est-ce que c'était innocent ou c'est quelque chose que vous avez géré? Ah non, alors au début, j'ai rien géré du tout. Après non plus, parce que j'ai jamais fait attention à mon look, ou j'aurais peut-être dû un peu plus penser artistiquement à certaines choses. Mais mon souci principal, c'était de dire des choses, et de témoigner. Donc je me préoccupais pas de savoir est-ce que j'étais bien mise pour le faire. Simplement, j'ai toujours aimé être une femme et plaire, parce que c'est normal. Et que ça, je trouve que je le revendique. Je veux pas être comme un homme, ça m'intéresse pas du tout. Je veux rester une femme, et voilà. Alors Yvette Terola, il y a d'autres... Et essayer qu'on se rapproche et qu'on se comprenne. Mais cet engagement, il y a cet engagement. J'ai remarqué d'ailleurs au passage qu'aujourd'hui vous dites je suis féministe. À une époque, vous n'aimiez pas qu'on dise de vous. C'est-à-dire on m'a tellement mis une étiquette qui occultait tout le reste, qui cachait, que je me disais mais pourquoi cette histoire féministe est un mot presque pas bien qui sortait de la bouche. Alors, mais je revendique que je suis féministe. Alors, ça vient depuis tellement longtemps. Ça vient depuis tellement... C'est des racines, des choses que j'ai tellement vécues. C'est pas quelque chose de théorique. Quand j'étais à la maison et que je voyais que ma mère n'avait pas le droit de vote, je ne comprenais pas. Et on ne pouvait pas m'expliquer pourquoi elle n'avait pas le droit de vote. C'était invraisemblable. Ça vient de là aussi. Et ça vient de beaucoup de choses comme ça, concrètes, quoi. Bien sûr. Et quand on voit maintenant... Vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas féministe, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde avec les femmes. En plus, partout où la religion est forte, les femmes sont opprimées. Doublement opprimées. Il y a quelque chose qui ne joue pas dans ce monde. Et même maintenant, avec cette précarité qu'on vit, les femmes sont les premières touchées. Et l'économie étant ce qu'elle est, je crois que 98% de l'économie est aux mains des hommes. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a peut-être un certain pouvoir occulte, comme on dit sur l'oreiller toujours, mais on n'a pas... C'est encore un monde d'hommes fait par des hommes. Je ne suis pas malheureuse, je ne suis pas triste, je ne suis pas amère, mais je suis obligée de constater ça. Et vous allez reprendre le micro pour chanter sur scène ce que vous venez d'exprimer là? Alors je ne sais pas si je peux encore le faire comme ça et dans ces termes-là. Il faudrait qu'il y ait des jeunes, mais sûrement il y en a, des jeunes femmes qui repartent un peu au combat avec les mots de maintenant et la forme artistique de maintenant. Alors, je vous propose, parce que vous avez chanté, interprété aussi, pris des engagements différents encore, vous avez pris des engagements pour certaines femmes. Et il y en a une, en tout cas, qui vous est connue à la fois de vous et de Jacques, c'est Leïla. Vous pouvez peut-être, Jacques, juste nous rappeler qui est Leïla? Alors, Leïla, c'est une Libanaise qui était requérante d'asile à la Chaux-de-Fonds, enfin, dans différents endroits, et finalement à la Chaux-de-Fonds, parce qu'elle était déplacée avec sa famille, elle était là avec ses enfants, elle a eu un enfant ici, son mari travaillait, et puis leurs recours ont été tous écartés, ils ont été renvoyés, et ils se sont réfugiés en France. Et Leïla a écrit des lettres, elle avait une amie ici, elle a écrit des lettres, et puis ça a donné un texte qui a été porté à la scène. Alors ça, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu. Voilà, alors
Bah, peut-être que je vous propose qu'on en voit. Hein. Oui, d'ailleurs, il s'agit de la Semaine des réfugiés, c'était en 1995. Et ce spectacle, si on ose dire, qui a été mis en scène par Philippe Morand à cette époque, s'appelait Récit d'exil, que vous interprétez. Elle m'a redemandé le motif pour lequel j'avais quitté le Liban. Je l'ai regardé, j'ai réfléchi. Vouloir vivre, n'est-ce pas une raison suffisante? La dame était bien maquillée, bien nourrie et bien bronzée. Elle revenait peut-être de vacances et me regardait un peu d'en haut. Elle m'a expliqué qu'il ne lui restait qu'un quart d'heure parce qu'elle avait un rendez-vous. Comment mettre 17 ans de ma vie dans un quart d'heure parce que la dame n'avait pas le temps? Et danser! Danser violemment! Rire pour ne pas pleurer. Et dans les deux cas, on versait des larmes. 1981. Les Syriens bombardent Beyrouth-Est et Tzalé. On voit leurs canons qui ne fatiguent jamais, installés dans la montagne en face. Jour et nuit, des dizaines de bombes par minute. Ils brûlent notre Liban. Des hommes qui partaient travailler le matin étaient tués sur le chemin. On n'osait pas demander par qui ni pourquoi. C'était la guerre. Et il fallait l'accepter. Une grande salle et au milieu un chariot avec un cercueil dessus. J'ai hésité à entrer, mais ils m'ont forcé. Je me suis approchée et là, j'ai su que c'était lui. Une grande taille en costume noir, une main bandée. J'ai reconnu ses doigts et ses ongles. Je n'ai pas osé lever les yeux vers ses yeux fermés pour toujours. Maintenant, je les crois. Mon frère est là, mort, vide, froid. Ma vie est finie avec la sienne. C'est en effet quelques reflets d'un magnifique spectacle. Et vous, Laïla, vous avez eu un contact avec elle. Comment s'est passé là? Comment vous êtes-vous transmis la parole? C'est une amie à elle, Simone Opliguer, qui avait fait un... Photographe, qui avait fait un travail sur les requérants d'asile. Et elle était devenue amie avec Laïla et sa famille. Et Laïla lui a transmis par lettre, elle lui a écrit son parcours. C'est comme ça. C'est comme ça, elles ont échangé des lettres. Bien sûr. Et puis Simone m'a contactée, avec aussi Michel Audy de Lozard, l'Office suisse de l'aide aux réfugiés, pour me demander si ces lettres m'intéressaient, si je pensais qu'on pouvait en faire un spectacle. Et dès que je les ai lues, j'ai donné mon accord, quoi. Vous en êtes ému encore aujourd'hui? Oui, parce que c'est fort quand même. Ce récit était fort, ce qu'elle racontait était fort, et tout à coup on prend conscience qu'on vit ici, dans un pays, et que ça va bien, et qu'on est heureux, qu'on a tout ce qu'il faut, et que plutôt que de toujours râler sur ce qui ne va pas, on devrait le remercier pour ce qu'on a, quoi. Et en faisant un spectacle comme ça, moi j'ai pris aussi la dimension de ça, très fortement. Et puis surtout, ce qui m'a aussi ému, c'est que il y avait François Nicot qui était là, qui a vraiment pris part au spectacle et qui est décédé il y a deux ans. Jacques, dans le sondage que vous publiez aujourd'hui dans l'hebdo, dont je rappelle qu'il est d'un très grand intérêt sur les valeurs morales, il y a quand même une chose qui frappe. Dans les choses qui finalement n'intéressent plus tellement les Suisses, c'est se sacrifier pour les autres. C'est s'engager dans une forme de solidarité. En tout cas, c'est ce qui transparaît dans ce que vous dites. Sûr, oui. Et comment faut-il l'interpréter? Mais je ne suis pas moraliste, donc je ne sais pas pourquoi. Ce que je vois, c'est que ça descend. C'est une valeur qui descend. On pense à soi davantage. La famille, très très importante, mais au-delà, non. Et le sondage ne va pas... Encore une fois, on n'a pas pu poser la question avec des entretiens personnels à chacun pour savoir comment ça se module dans nos vies quotidiennes. Mais on voit que, effectivement, le sacrifice pour autrui n'est plus du tout, n'a plus la cote. Ce n'est plus une valeur très reconnue. Ça vous étonne, ça? Il faut d'abord se sauver soi et pas... Soit les siens. Soit les siens. Ouais, beaucoup.
avec comme autre indication très importante, c'est le fait que les valeurs dont on parlait tout à l'heure, l'honnêteté et d'autres choses, c'est transmis d'abord et prioritairement par la famille. Par la famille. Mais en même temps, il y a des contradictions parce que la valeur essentielle, c'est respect de la vie en toutes circonstances. Donc si on était un peu cohérent avec ça, on devrait se sacrifier pour autrui aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est clair qu'on a une difficulté à vivre nos valeurs. On a des valeurs et puis on a de la peine à les... Vis-à-vis des réfugiés, par exemple. Vis-à-vis de... Oui, c'est là que c'est... Mais je pensais à Leïla et c'est clair que quand on l'a rencontrée, on regarde tous les réfugiés autrement. Mais pour ça, il faut l'avoir rencontrée. Et la vie aussi, bien sûr. je trouve, c'est normal. Oui, je crois que c'est toujours la même chose. Hein. L'important, c'est qu'on a une idée faite parce qu'on n'a pas eu un regard. Et lorsque on a le regard soit sur la personne qui est victime de la situation, soit sur la comédienne qui transmet cette situation à un public, alors on ne peut plus être le même, parce que le regard, on ne peut pas l'effacer. En tout cas, il y a de l'émotion qui passe. Alors, je ne sais pas si l'émotion est un moteur fort, mais il me semble que quand on est ému profondément, pas sensiblerie, mais ému au plus profond de soi, il devrait se passer quelque chose. Enfin, il me semble, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais disons, moi, je crois assez à ça. Qu'on ressente les choses, plus que ça reste seulement ici. Quoi. Jacques ? Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le spectacle Leïla est un des plus beaux que j'ai vu, parce que c'était un spectacle vécu de manière intense par les deux personnes qui étaient sur scène et par le public. C'était une petite salle, il y avait peu de monde à la fois. Je crois que beaucoup de gens l'ont vu pour finir, mais c'était une petite salle. Et on sortait de là un peu autrement qu'on y était entré. Et j'étais très intéressé par cet aspect de théâtre politique au sens, non pas politicien, mais engagement de la scène, de l'artiste pour une cause. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, le théâtre politique existe encore ? Est-ce qu'il a un avenir, ce théâtre politique ? C'est une question que j'aimerais poser à Yvette, parce que nous sommes en train de préparer un sujet sur ce thème-là précisément pour la semaine prochaine. Et je voudrais savoir comment une comédienne voit les choses. Des jeunes groupes qui s'engagent dans un théâtre beaucoup plus politisé, comme on le faisait du temps du théâtre populaire roman, quand j'y étais, où on allait dans la rue, dans les usines, où on formait un jeune public qui était les futurs spectateurs. On faisait des spectacles didactiques, toujours poétiques, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des manifestes, c'était pas de l'agite-propre, mais c'était un théâtre politique au sens le plus noble, hein, pas politicien. Et je crois que c'est important. Et je ne sais pas si c'est toujours bien compris. Je me souviens d'une critique par rapport à Leïla, d'un critique genevois qui disait « c'est quand même rigolo de voir une comédienne vaudoise avec un léger accent vaudois prendre en charge une libanaise. C'est n'importe quoi. En gros, c'est n'importe quoi. » Alors qu'on devrait quand même se souvenir que nous aussi, en tant que Suisses, on a dû demander de l'aide des fois à d'autres pays, il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, ça me plairait bien d'imaginer qu'une libanaise, un jour, une comédienne libanaise parle d'une Suissesse en difficulté. Enfin, c'est aussi comme ça que je comprends la culture et l'échange culturel et le théâtre politique. Et de s'intéresser à d'autres choses que simplement nos petits problèmes. Alors Yvette Thérault, selon les textes qu'on vous propose, un feuilleton TV ou un spectacle dans lequel vous ne vous reconnaîtriez pas, ou vous défendriez des idées qui ne sont pas les vôtres, est-ce que vous acceptez ? Non, mais ça m'est facile de dire ça parce que j'ai pas de gros besoins financiers, parce que j'ai pas de difficultés. Il me semble, on ne sait jamais ce qu'on fait dans la vie, mais il me semble que je préférerais faire autre chose comme travail que d'accepter des choses qui Il m'est arrivé 1 ou 2 fois de faire des choses pour lesquelles j'étais pas complètement 100% d'accord, mais de moins en moins, et j'ai aussi la chance d'avoir du travail. Mais il me semble que ce métier est tellement fort pour moi que je ferais autre chose si j'arrivais plus à le faire dans des conditions qui me satisfassent. Est-ce qu'on peut dire que vous montez sur scène pour dire ? Moi, je crois que je monte sur scène pour être, pour donner le peu que j'ai à donner, j'essaye de le donner. Pour Leïla, c'était typique. J'essayais pas de jouer Leïla, je pouvais pas, c'était impossible. Je suis une petite bourgeoise suisse romande. Mais je me mettais à son service, au service d'une parole. Je trouve que quand le théâtre peut passer par là, donner la parole à des gens qui ne l'ont pas, qui ne l'ont jamais, qui ne peuvent... Elle avait de la chance, elle avait fait un bac, elle arrivait à formuler. Mais il y a des milliers, des millions de gens déracinés qui ne peuvent même pas nommer ce qu'ils vivent. Et elle pouvait le nommer. Elle a eu cette chance d'avoir un minimum d'instruction. Alors, pouvoir rendre la parole à des gens qui ne l'ont jamais... Moi, si je pouvais, dans l'idéal, 1 fois par année, je ferais un spectacle comme ça, où j'ai un texte qu'on me donne, ou que je trouve, et où on restitue la parole. Il faudrait qu'il y ait des théâtres intéressés, et qu'on puisse, dans un théâtre ou l'autre... On le disait même avec Macasdar à Saint-Gervais, que ce spectacle-là, il doit le jouer en permanence. Oui.
qui a un roulement de 10-15 comédiennes suisses romandes qui prennent le relais. Oui. Voilà, aujourd'hui c'est moi qui profère la parole de Laïla, demain c'est quelqu'un d'autre. Et on se sent tellement, comment dire, bien quand on fait ça. En même temps c'est douloureux, mais c'est formidable parce qu'on se dit plus, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis à mon avantage? Est-ce que je suis bien maquillée et tout? Non, on est au service d'eux et on met sa technique de comédienne au service de ça et c'est l'humain qui est au premier plan. Moi, en tant qu'être humain, qui suis au premier plan. Ça devrait toujours être comme ça au théâtre, ça l'est pas toujours, malheureusement. Dans le son... Pardon, ouais, tu jouais dans Pipe Show dans les Alpes il n'y a pas longtemps, qui est aussi une pièce engagée, au fond, qui dit quelque chose. Mais ton rôle était très très différent, c'était pas aussi simple, c'était pas je suis Laïla et je vous dis, je vous transmets une émotion. Alors comment est-ce que ça se module pour toi? Mais je trouvais intéressant de jouer une paysanne. D'abord j'avais l'impression que je rendais hommage à ma mère, à toutes mes tantes qui étaient des paysannes, ces femmes soumises, ces femmes qui subissent aussi. Et puis j'essaye toujours dans le rôle que je joue, avec l'accord des metteurs en scène bien sûr, parce que j'obéis aux metteurs en scène, mais d'injecter, de mettre aussi cette espèce de possibilité que le personnage aurait de s'éveiller, de s'ouvrir. Et là, dans le personnage de Martha, c'était assez beau, parce que c'était une femme qui tout à coup se rendait compte de ce qui lui arrivait, puis elle essayait. Elle n'arrivait pas. Mais elle essayait au moins. Et je pense que pour le spectateur qui regarde, il fait un chemin. J'aime bien ce théâtre, c'est peut-être ça le théâtre politique, où les gens dans la salle font un chemin aussi. Consomment pas, avale pas tout cuit, mais se pose deux, trois questions et se disent tiens c'est bizarre, on monte ça comment? C'est ça qui me plaît. Alors, une aussi. Dernière indication, puis on va passer les rubriques du jeudi qui vous seront proposées pour vous faire plaisir, mais une dernière indication dans le sondage que vous publiez aujourd'hui, il y a une question aussi très intéressante. Vous dites est-ce que vous avez honte de certains comportements, hein, comme à la suite d'un spectacle comme celui de Laïla, est-ce qu'on a honte, est-ce qu'on se remet en cause, est-ce qu'on doute déjà? Et là, quelles sont les réponses que les gens vous donnent? Ils ont honte. Ils ont honte. Souvent honte, 43%. Parfois honte, 31%, ce qui fait déjà 74% des gens qui ont quand même souvent honte régulièrement dans leur vie. Et jamais, il n'y en a que 23%. Alors ça, c'est très intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, toute la force de votre sondage, c'est au fond de se dire, désormais, c'est probablement une population qui s'interroge sur ces valeurs. Et non seulement ils ont honte de leur comportement quotidien, mais ils ont des remords, ce qui est une notion encore différente. D'accord. Et on voit que 60% des gens ont des remords moraux par rapport à leur comportement et à la discrépance entre leurs valeurs et leur conduite. Merci Jacques, on renverra donc à la lecture de l'Hebdo qui publie ces chiffres parce que c'est pour quelqu'un qui vit de manière très morale, ça va être assez réconfortant au fond, pour toi, Yvette. Écoute, quand j'entends honte et remords, ça me fait bizarre. Oui. Mais ça veut dire au moins il se passe quelque chose, ça bouge. D'accord. Moi je vous propose... On discutera de ça. Vous aurez encore toute l'après-midi, on va déjeuner ensemble, on aura une excellente idée. Désolé, on ne peut pas tous vous inviter, mais ce sera avec plaisir. Bon, le jeudi, vous avez quand même... nous avons un petit regard sur le look et Jean-Claude Mercier est avec nous. Vous nous proposez quelque chose qui devrait faire plaisir à Yvette Terola. Lui faire plaisir, j'espère. Surtout, ce qui est frappant, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que vous ne calculiez pas trop votre look. Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que vous êtes tellement en accord avec le personnage qu'on connaît dans la rue et le personnage de scène. C'est bien, c'est conséquent, c'est juste. Donc, je crois que c'est magnifique. Mélanger l'ancien et l'actuel. Vous m'avez dit aussi que vous aimiez beaucoup les brocantes, les puces, et ça, c'est des valeurs que je trouve extrêmement importantes. Les gens qui ont peur de toucher le chenil et les vieilles choses, c'est un peu dangereux, parce que c'est notre histoire. Et puis pour faire un tout petit parcours de choses, je crois, qui vous plaisent bien, je vous ai amené 2-3 pièces. C'est que des choses trouvées au puces, c'est que des choses réutilisables, c'est des belles matières, des belles couleurs. On peut tout trouver pour hommes, pour dames, des bottines comme vous portez presque aujourd'hui. C'est vrai que vous en avez des pratiquement similaires, on les verra peut-être tout à l'heure. Des sacs, des longs gants que nos grands-mères ont portés à l'époque, qui sont des gants en peau de chèvre très très souples. Des nœuds papillons extraordinaires pour les hommes qui se pinçaient simplement avec des petits arceaux comme ça en métal. Et puis pour aller plus vite, des rubans, des boutons, ce sont des choses comme ceci que vous adorez particulièrement. Ce sont des petites choses en bois recouvertes de soie ou de coton. Donc des boîtes de ça peut servir, comme on dit. On remplit ça en allant faire les puces, les marchés. Et puis pour conclure, je parlerai surtout de la panne de velours, du velours qui vous affectionnez particulièrement, qui est doux, qui est en même temps chaud et frais. Alors, vous m'avez dit un jour que vous n'aimez pas quand on vous dit un peu baba ou post-baba. Vous ne l'êtes pas, alors n'ayez pas peur. L'époque baba, ça ne veut plus rien dire maintenant, parce que ce velours rasé, c'était déjà dans les années 30, c'était dans les années 70, c'est de nouveau dans les années 90, très à la mode.
C'est ce qu'on trouve par exemple sur ce mannequin-là, qui sont des chemises complètement actuelles, donc c'est vraiment une utilisation permanente. C'est ce qu'on appelle maintenant du velours dévoré, alors que c'est simplement du velours usé ou frotté. La panne de velours comme dans les années à peu près 30, c'est fait avec du petit latex à l'intérieur, donc ce sont des tissus un petit peu plus souples. Et puis pour conclure, je vous montrerai une chose qui vous intéressera certainement. C'est ce qu'on appelle une pince parisienne, qui pourrait être un article de théâtre plus qu'autre chose, c'est-à-dire que les dames prenaient leurs jupes longues, comme vous portez parfois, pour monter dans les calèches ou les escaliers. Alors ça c'est magnifique. C'est une pièce assez rare, c'est un petit caoutchouc, et on passait la robe pour monter les escaliers. Merci Jean-Claude. Je vous offre un petit bouquet de fleurs en tissu, puis c'est celle que vous aimez particulièrement. Je n'ai pas d'autres, les autres viendront probablement un autre jour. Et par la même occasion, je ne sais pas si Jean-Philippe, vous avez le temps qu'elle vous montre ce qu'elle nous a amené, parce qu'elle apprécie particulièrement. Regardez son marché, je crois que c'est magnifique. Des petites boîtes, des boutons, des dentelles. Mais quand je vous parlais de boîtes, de ça peut servir. Voilà. Alors je crois que c'est... C'est merveilleux, quelqu'un qui aime collectionner. J'adore ça. Un petit nécessaire de couture, des petits personnages pour mettre sur l'arbre de Noël, des petits boutons, des petites fleurs en papier. Oui. Comme lui, j'ai plein à la maison, des choses comme ça. Extraordinaire. Voilà. Les apporter, c'est assez rare qu'on puisse voir ça. Des petits boutons pour mettre sur les habits. Et on fait des colliers avec, ou des bracelets, ou des... Je comprends parfaitement. C'est vrai que c'est rare pour voir l'intérieur de... Merci beaucoup. Dis donc, c'est vraiment un sac qui contenait beaucoup de choses. Je vous propose, tout va bien. Je vous propose, on va aussi vous faire une proposition culinaire avec Jean-Marc Darbelay. Bon, pour Yvette Terola, qu'est-ce que vous souhaitez l'inviter, mon cher Jean-Marc? Si je devais inviter Yvette Terola, j'aurais envie de faire de la cuisine italienne. Pourquoi, je ne sais pas. Ou peut-être parce que je trouve qu'elle est un peu porteuse de l'esprit que j'ai trouvé chez Fellini, dans Otto Mezzo, par exemple, ou dans La Cité des Femmes. Ça je crois qu'on pourrait partir là-dessus. D'accord. Alors aujourd'hui, je vous propose des saltimbocche. Saltimbocche, c'est une manière d'apprêter du veau de manière romaine. Alors il faut simplement, voilà les ingrédients qu'il vous faut, mais je vais vous faire une petite démonstration du montage de la chose. Alors vous faites tailler par votre boucher. À la machine, c'est pas mal, une escalope très fine. Vous la poivrez, un peu la poivre. Ensuite, vous la parsemez de quelques brins de sauge. Hein. Vous ajoutez dessus un peu de jambon de Parme et vous faites un portefeuille avec. Certains mettent des bâtons, mais c'est absolument inutile. Vous pliez ça en 3, ça vous fait une petite chose comme celle-là. Et alors, on va vous faire une petite démonstration même de cuisson. On va essayer, du moins. On la tape comme ça. Je passe de l'autre côté. Alors, simplement un peu d'huile pour là-dedans. Voilà. J'ai pas mis de sel, parce que c'est le jambon qui sale suffisamment. Allons-y. Voilà. On met ces deux petites choses sympathiques dans la poêle. Vous les faites revenir, très bien. D'accord. Voilà, 2 fois. Je sens que les mecs sont mieux placés que d'autres. On va lasser vite. Voilà, on la fait revenir simplement. Une fois que... On a 30 secondes ou bien oui. Non, il nous reste 30 secondes. Alors voilà, une fois que... pas la question à poser, une fois que c'était à peu près cuit, vous déglacez avec... J'ai une burette, vous voyez, ça rappelle un peu. Vous déglacez au vin blanc. D'accord. Au vin blanc. Faites revenir tout ça. Voilà. Vous ajoutez un peu de beurre. J'ai ici. Un petit peu de beurre. Pour lier cette petite sauce sympathique. Et puis, le résultat final, voyez ça, il s'agit d'un résumé assez rapide, mais j'ai préparé pour vous la partie finale de la chose, et ça vous donne une chose comme ceci, c'est-à-dire des saltimbocche qui sont agrémentés d'une sauce, vous pouvez parsemer d'un peu de... Petite lecture, Jean-Marc. Et puis, accompagné également d'un peu de polenta, qui est vraiment une manière sympathique. On va goûter ça dans un instant. Et puis tout ceci, vous pouvez le trouver dans un ouvrage sympathique et tout à fait bien fait, qui vient de sortir chez Hachette. Il s'agit de la bonne cuisine italienne des Carluccio.
Et c'est un livre qui est en 2 parties. Une première partie où on se promène vraiment en Italie, on vous montre les produits, et une seconde partie faite de recettes tout à fait accessibles à chacun. Merci Jean-Marc. Je vous propose maintenant, parce qu'elles sont là, elles sont venues nous rejoindre, c'est un groupe extrêmement sympathique, vous pourriez les rencontrer dans les rues, vous pourriez les rencontrer en concert. Les Dixie Roses pour digérer ces magnifiques saltimbocca qui vont nous offrir. Oui, on peut quand même préciser, hein, pour ceux qui veulent les rencontrer, qu'elles seront à la Rose d'Or de Montreux, qu'elles vont se produire du côté du lac de Constance. Le 21 avril. Le 21 avril, voilà. Très précisément à Wolfsberger. Et qu'une formation comme ça, c'est rare et que pour la réunir, ça a été du travail. On va assister au résultat. Merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup et merci vraiment.
Vous avez vu que le relais est pris. On se retrouve demain. Demain, ce sera l'occasion de fêter cette fois Yvette Terola de différentes manières. Vous le verrez bien. En tout cas, vous revenez. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.